Le bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en cette fin d'après-midi avec une semaine compliquée pour l'Olympique de Marseille après la rouste reçue à Monaco ce week-end 3-0. Est-ce que cette rousse a été digérée par l'équipe du BDS ? On va vérifier ça tout de suite. Bonsoir Steph Martins. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut les amis. Alors, l'union sacrée a été décrétée pour cette fin de championnat. Partout, on va parler effectivement de la déclat de Pablo Longoria. Oui, mais l'union sacrée, il faut la décréter, mais il faut aussi la susciter sur le terrain, Jaco. Oui, bien sûr. Mais moi, je pense qu'on en discutait hier, tu vois, j'avais demandé que McCourt le fasse, le président Longoria l'a fait. Je pense que c'est essentiel dans ces moments-là. Il faut aussi montrer du doigt certaines choses et il faut surtout avoir de la solidarité. Le président est en train de nous expliquer que il y a besoin de solidarité, tout le monde, tous ensemble, et nous, les premiers, parce qu'on est les amoureux de l'OM, on est conscient que c'est une période difficile, bien sûr. On l'a tous vu que c'est difficile, mais personne ne tire sur l'OM. Personne, jamais au grand jamais. Mais on respecte, on est des amoureux de l'OM. Mais encore une fois, il faut... On ramone, mais... Vous allez arrêter un peu là. Demain, je me transforme en une chasse que je les écoute. On se rend bien compte que l'OM est en difficulté et j'avais vraiment besoin d'une prise de conscience, d'une prise de parole du président. Après ce qui s'est passé au Auxerre, il y a eu beaucoup de polémiques, il a été en grande difficulté, le président Longoria, donc ils se sont fait discrets. Là, il est revenu au devant de la scène et je trouve que c'est le bon moment. Union sacrée décrétée auprès de tout le monde. Les médias suiveurs de l'OM comme Maritima, bien évidemment, les joueurs, le personnel de l'OM dans les bureaux et aussi les supporters. C'est vrai qu'il y a cette crainte de voir le Vélodrome gronder sur les 2 prochains matchs à domicile si ça rigole pas, quoi. Si tu fais pas les résultats qu'il faut, encore heureux qu'il va gronder. Jusqu'à présent, est-ce qu'il a grondé le public ? Non. À Monaco, il y avait plus de 8000 Marseillais. Est-ce que ça a grondé pendant le match ? À 3-0, ça chantait encore. Exactement. Donc au bout d'un moment, il ne faut pas créer des polémiques là où il n'y en a pas. Le public, il a toujours été là et il sera toujours là. Après, oui, on a un public de connaisseurs, un public que quand tu te retrouves deuxième avec 6, 7, 8 points d'avance et que tu arrives à 5 journées de la fin, que tu es troisième et presque aux portes du podium et si tu fais pas un résultat dans les 2-3 prochains matchs, c'est-à-dire pas prendre entre 7 points minimum, tu peux être 6e, 5e ou 6e. On va quoi ? On va se dire on va au stade avec le sourire ? Non, à plusieurs reprises, on en a parlé. Et moi, depuis plusieurs semaines, je dis, seuls les 3 points sont importants. Pourquoi ? Parce qu'on voit que tout le monde revient, tout le monde nous recolle. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a 3 ou 4 équipes qui se tiennent en 2-3 points. Donc, tu fais 2 faux pas, c'est fini. Tu n'es même pas en Coupe d'Europe l'année prochaine. Bien sûr. Donc, et pour moi, qu'on ne vienne pas me dire, ouais, mais si on joue l'Europe... Non, il n'y a pas. Tu étais deuxième avec 7 points d'avance. On s'est sabordé tout seul. Donc, ça cherche l'union sacrée, les discours, les blabla, et au bout d'un moment, il faut arrêter. Les actes, c'est sur le terrain qu'on veut les voir. C'est bien, parce qu'il faut le dire, il n'y a aucun souci pour créer et arrêter toute polémique. Voilà, ça c'est bien que le président prenne la parole, que Mehdi relaye les propos. Déjà, ça veut dire réellement, et comme on le sait ici, qu'ils font qu'un. Voilà, alors qu'on entendait pas mal de fausses infos, mais bon, ça existera toujours malheureusement. Mais au bout d'un moment, le travail, il faut le faire sur le terrain. Parce que c'est pas Longoria ou Benacha qui va mettre les ballons au fond. Oui, mais moi, ce que je veux dire, Marco, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent pas avec de la notoriété, pas financièrement, quand l'OM perd. Il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui font de la polémique, ça leur fait des vues. Faire du buzz pour faire du buzz. Ils sont contents. Et après, il y a des gens qui adhèrent. Il y a l'autre qui revient venir, qui va te dire, ouais, mais c'est vendu. En fait, McCourt, c'est pas ceci. Il y a tellement de choses qui sortent. Après, il y a la polémique de si, mais moi, je suis au courant de là. En fait, lui, il a fait ci, lui, il a fait l'autre. Et donc, ça les fait mousser. C'est aussi ça que le président Longoria, il sait qu'il y a des problèmes. Il en est conscient. Roberto De Zerbi en est conscient. Et moi, j'ai envie de vous dire, quelque part, quand les joueurs réagissent comme ça, qui sont en colère, ça veut dire qu'ils s'en foutent pas. Oui. Ça veut dire qu'ils sont concernés. Si tu as des joueurs qui ne sont pas concernés, qui s'en foutent, là, c'est dur. Là, c'est très difficile. Je pense qu'ils ont pris conscience de ce qu'il fallait faire, parce que là, c'est vrai qu'à Monaco, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Donc, Karim nous disait qu'il avait été surpris lors de la conférence de presse d'après-match de voir un Roberto De Zerbi plus mesuré, plus modéré que la grosse colère qu'il avait eue face à Reims. Quand vous l'entendez dire « on est toujours en vie »,
Est-ce que c'est quelque chose qui vous agace ? Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Ben oui, tu es toujours envie, tu es troisième. Mais attention de ne pas finir à mort clinique. Voilà, pour faire des fois des métaphores comme il fait un peu Jaco. Parce que quand on voit notre forme du moment et ce qui arrive derrière et ça pousse fort, attention de ne pas tout perdre. Tu t'imagines ? Tout le monde est en train de se poser des questions. Tu vas battre Montpellier samedi. Ils sont sur 10 défaites consécutives. C'est pour se dire l'état d'esprit. Même si moi je pense, et je l'espère, que normalement c'est un match où au contraire, tu vas devoir vraiment repartir de l'avant et te faire un bien mental. Je ne veux pas avoir une victoire 1-0, je te le dis là, hein, par contre. Hein. Parce que mais même la victoire 1-0. Oui, mais non, mais ce genre d'adversaire-là qui arrive, il est fait. Trop faire les... Non, mais ce genre d'adversaire-là qui arrive, parce qu'eux, ils sont pratiquement, s'ils perdent, ils sont en Ligue 2, donc ils sont finis, Montpellier. Tu dois pouvoir te remettre en état de marche, c'est-à-dire avec des buts en ayant ton secteur offensif qui va créer et concrétiser les occasions, en faisant un clean sheet, et tout le monde repart de l'avant. Si tu gagnes 1-0 avec un but étriqué à la 88e, je te garantis que ça va gronder. Ça fait rien. Au moins sur le plan comptable, ça fait rien. Pour répondre sur De Zerbi, je pense qu'il a utilisé la méthode forte. Il y a eu dans une conférence de presse où il a été quand même dur avec les joueurs, dur avec les hommes. Là, il essaie de faire comprendre qu'il y avait du mieux, et jusque dans les 25 premières minutes, on se dit oui, allez, il y a un peu du mieux. Malheureusement, le résultat, il est là. Je pense que la phrase ou le discours est mal fini. Je pense qu'il aurait dû dire, effectivement, je comprends qu'on puisse ne pas être content de la prestation de ce soir, parce qu'on repart avec 3 buts, et ça, c'est impossible, impensable. Il faut faire mieux, c'est tout simplement indiscutable. Il va falloir que moi aussi, je prenne conscience de ce qu'il faut réaliser de mieux dans mon effectif. Moi, j'aimerais aussi entendre ça de la part du coach, parce que, quelque part, il est un petit peu fuyant sur les responsabilités. Alors oui, on a pointé du doigt les joueurs, effectivement, mais il faut aussi pointer du doigt ses responsabilités qui sont légitimes. Il doit lui aussi prendre conscience que sa méthode, elle a des limites. Certains observateurs, justement, font remonter l'idée qu'on charge beaucoup sur Roberto De Zerbi, mais que les fondamentaux des joueurs ne sont pas tous respectés, notamment en défense. Faire simplement du marquage, faire simplement une couverture défensive, c'est le b.a.-ba. Est-ce que ces observateurs-là, un certain Éric Dimeco, pour pas le citer, a raison de dire oui, il y a les responsabilités du coach, et tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis en ce moment, mais là en ce moment c'est pas possible pour que des joueurs sortent les prestations qu'ils sortent. Ben ça c'est clair, et ça fait 5-6 matchs que ça dure, donc c'est ça qui est problématique. Je reprends les propos de Jacques, c'est pas possible que 15-16 joueurs deviennent mauvais du jour au lendemain. Donc, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose d'autre en interne, et il vaut mieux que ça reste en interne et qu'il règle les problèmes directement pour repartir de l'avant. Mais après, je sais pas, le coach, à chaque fois qu'il a eu à dire ce qu'il pensait, et moi le premier, j'étais très satisfait de cela, la presse, et notamment la presse locale, l'a démonté. C'est vrai ou pas ? Ça a créé des polémiques, De Zerbi veut partir, et patati, patata, tout ça pour... Est-ce qu'il n'est pas en train de se dire, je vais arrêter de leur faire vendre du papier à ces gens-là ? Parce qu'en fait, quand je suis franc, ben ça dessert plus, ça me dessert, et ça dessert le groupe et le club plus qu'autre chose. Il y a peut-être de ça aussi. Tant qu'ils règlent les problèmes en interne, le plus important c'est cela, c'est que tout le monde se regarde droit dans les yeux. Voilà, il reste encore 5 finales, et il te faut un minimum 4 victoires. Ce qu'il dit Éric Dimeco, il faut comprendre une chose, c'est qu'à l'époque, les entraîneurs n'avaient pas du tout le même rôle. Par exemple, Gothals, c'était un mec avec la cigarette. C'était pas du tout la même façon de faire. Aujourd'hui, les coachs, ils ont une méthode de travail. Il faut que tu adhères à la méthode de travail. Les joueurs, tu as vu maintenant les tablettes, les positionnements. Avant, ils étaient plus responsabilisés, les joueurs. J'ai vu prendre... Il y a plus de leadership vers les coachs aujourd'hui qu'avant. Voilà. Avant, un Pardo, à un moment donné, Éric Dimeco, si ça allait pas, ils se repositionnaient eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin du coach. C'était comme ça auparavant. Maintenant, tu ne peux plus. Si tu fais ça, le coach, il te sort de suite. Donc, c'était des forts caractères, mais c'était aussi le coach il était là, il observait, mais eux, ils étaient capables de changer leur schéma tactique. Ça n'existe pas, les gars, maintenant. Donc, il faut prendre ça aussi en considération. Mais après, pour revenir là-dessus, et là, je vais taper du doigt sur De Zerbi, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas à leur poste.
Donc quand tu vois le but que tu prends, alors que c'est Luis Enrique qui couvre de pas grand-chose, hein, et à la base, c'est pas un défenseur. Donc oui, jouer le piège du hors-jeu quand tu l'as jamais fait pendant 22, 23 ans, c'est compliqué. Et encore, ça se joue à un bout de bras. Mais et voilà, pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas aligné. Et ça part de là. Et comme on le dit souvent, dans ce genre de match et de très grands matchs, eh ben, ça se joue sur des détails. Et ces détails-là, quand tu n'as pas les joueurs qu'il faut, eh ben, tu le payes cash. Et on en revient toujours à la même problématique. Le secteur défensif n'a pas été renforcé comme il aurait dû au mercato d'hiver. Elle est là la réelle question. Dès le début de l'année, certes, on a fait, dans la semaine dernière, on a énuméré les joueurs qu'on avait. Bon, après, il y a eu des flops. Malheureusement, beaucoup. Bon, mais on aurait dû rectifier le tir au mercato d'hiver. On est allé chercher un Ramos. Sincèrement, les gars, alors justement, la direction. C'est une passe décisive que tu me fais. On a été dithyrambique sur le mercato d'hiver en étant convaincu que c'était vraiment renforcé. Quand tu vois arriver un Gouiri, un Benasser, un Dedic, un Luis Felipe Ramos, il n'y a personne autour de cette table qui a bégayé, qui a dit ouais, je sais pas, on va voir. Tout le monde était convaincu que c'était. Tout le monde était convaincu que c'était fortement renforcé. Jaco, aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours convaincu de la même chose ? Mais au moins 2 sur 4. Bon, les autres, Philippe Ramos, je ne le connaissais pas beaucoup. Et Dedic non plus. Et Dedic, on ne connaissait pas énormément. Par contre, on connaissait Benasser, on connaissait Gouiri. Benasser, aujourd'hui, il est en méforme totale. Gouiri, on peut rien reprocher quand même. Hein, il faut pas exagérer. Après, quand tu vas chercher Luis Felipe Ramos, qui est en Arabie Saoudite, c'est pour ça que je le dis régulièrement. Les gens, j'ai entendu des Ronaldo, des Neymar nous expliquer que là-bas, les joueurs, ils étaient ci, c'était l'autre. Pas du tout. Parce que chaque fois que les joueurs arrivent en France, ils n'arrivent pas à être performants. Et lui, il a essayé de revenir très vite. Et malheureusement, il a raté des étapes et il s'est blessé. Donc voilà, après, quand tu es... c'est pas une science exacte, les mercatos. C'est toujours très difficile. Mais c'est vrai que quelque part, quand tu analyses ce mercato, il nous a peut-être un petit peu gênés. Mais quand même, moi, je suis quand même heureux d'avoir Gouiri. Et quand Benasser sera mieux, je pense que les gars, on va quand même mesurer son talent. Je pense qu'il ne faut pas le faire jouer pour l'instant. S'il n'est pas bien, ne le fais pas jouer. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas le faire jouer un nom. Quand il reviendra en forme, le coach qui le mette, on sait tous que c'est un bon joueur. Tout le monde qui a joué au football sait que Benasser est un très très bon joueur. Mais en ce moment, il n'est pas en forme. Qu'il s'entraîne et qu'il revienne en forme. Ouais, mais Jaco, tu nous dis tout et son contraire. Jaco, il rouspète régulièrement en disant on demande du temps. Mais du temps, on n'en a pas. Quand tu fais des recrutements au mercato d'hiver, c'est pour que ça te serve de plus-value dans les prochaines semaines, pas au mois de septembre ou d'octobre de la saison prochaine. Lui-même, Ismaël en a parlé ouvertement il y a peu de temps. Il a dit j'ai été blessé pendant un certain temps et il me faut du temps pour revenir. Lui-même l'a dit. Il y a même pas une semaine qu'il a sorti ça. Donc après, c'est pas comme si on avait personne. On a quand même Rongier. On en a parlé à plusieurs reprises. Tu aurais pu faire Rabiot, Hubert, Rongier et tu fais rentrer Benasser. Le groupe, c'est un groupe de 15-16 joueurs. C'est pas parce qu'il y a un 11 qui débute que ça veut dire que tous les autres ils sont mauvais. Non, loin de là. C'est en fonction des formes du moment, des suspendus, des petits pépins physiques que tu fais, que tu organises ton 11 de départ. Donc pourquoi pas le faire rentrer voilà, on le voit à chaque fois qu'on le fait commencer, il a beaucoup de mal. Il a énormément de mal. Pourquoi pas lui donner 25, 30, 35 minutes de temps de jeu à chaque match, le temps qu'il revienne en forme. Je vois pas où est le problème, même si tu l'as pris au mercato d'hiver. Je réponds parce qu'il m'a dit que je disais tout le contraire, et je vais lui expliquer ce que explique-lui. Je pense sincèrement. C'est que on sait que c'est un bon joueur. Ah oui. Je pense qu'il est revenu trop tôt. Voilà, c'est tout. On pouvait le faire entraîner. Au lieu de le faire revenir si tôt, tu pouvais attendre 2 ou 3 matchs et le récupérer en totalité. Là, tu as voulu le faire jouer alors qu'il n'était pas prêt. Voilà ce que je veux te dire. Je te dis pas tout et le contraire. Je te dis juste non, mais après, tu te moques d'une situation qui peut être équivalente à Luis Felipe. Non, mais quand Karim te dit il faut lui laisser du temps. Là, tu exagères. On parle pas. Luis Felipe, on n'a pas vu jouer. Ne parlons pas d'extra
extrêmes. Et on passe pas du noir au blanc. Ce gars-là, je te dis qu'il aurait pas dû jouer de suite comme ça. Luis Felipe, il est arrivé, depuis qu'il est arrivé, on est au mois d'avril. Il a mis 2 mois avant il a de faire le joué premier match. 10 minutes. Ah oui. Donc les gars, on parle de 4 mois. Lui, il aurait pu attendre 15 jours, 3 semaines, voire un mois, et revenir en pleine forme. Quelque part, je pense que tu n'en as pas utilisé à 100% de ses capacités. Et tu n'utilises pas à 100% de ses capacités, c'est un flop. Alors concrètement, les solutions pour repartir de l'avant dès ce week-end face à Montpellier, on est en train de traverser un gros trou d'air. Quelles sont les options, les orientations que vous prendriez si vous étiez à la place de De Zerbi? Alors, il reste 5 matchs pour redorer le blason, 5 matchs pour faire honneur. Ça, c'est de l'incantation, non, ça. Hein, mais ça, concrètement. c'est ce que tu leur dis. Tu leur dis, les gars, est-ce qu'au niveau où vous êtes depuis les 5-6 derniers matchs, vous êtes digne de jouer pour ce club-là? Est-ce que vous êtes digne de jouer pour ces supporters-là qui vous suivent à travers la France? Ou le 3/4 des stades, si ce n'est pas 100% des stades. Est-ce que tu penses qu'il a fait l'économie de ça? Est-ce que tu penses qu'il leur a jamais dit dans le vestiaire? Je pense qu'il leur a dit, mais après, c'est aux joueurs à l'entendre. Et celui qui ne veut pas l'entendre, et là, c'est le supporter qui parle, celui qui ne veut pas l'entendre, la porte, elle est grande ouverte. Il n'y a pas de non ici. Soit tu viens pour tout donner sur le terrain, soit tu n'as rien à foutre avec ce maillot sur le dos. À chaque année, on va répéter les mêmes choses. Chaque année, on croit que ça y est, qu'on va de l'avant, que ça y est, on va l'Olympique de Marseille, on revient dans les hautes sphères. On va titiller le PSG. Non, à chaque fois, et on arrive à 5, 6, 7 journées de la fin, et boum, on est toujours à faire les mêmes constats. Oh, on avait Lyon, il y a même pas 5-6 matchs, ils étaient à 10 points de nous. Il faut se rendre compte de la catastrophe qu'on est en train de vivre actuellement. Je l'ai dit à plusieurs reprises sur les dernières semaines, on est en train de se saborder tout seul. Mais Steph, tu sais, il y a aussi des choses, je voudrais intervenir là-dessus, quand j'entends, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des conneries. Mais alors des conneries en disant que Højbjerg a demandé la tête de Greenwood, qu'il a demandé la tête de Luis Enrique. Il faut arrêter. Moi, je crois c'est pas pour ça que mais bien sûr, il faut arrêter ces polémiques d'inventer des choses. Si tu es supporter de l'OM, si tu aimes l'OM, on est tous affectés. Toi, moi, Marc, Karim, on est tous affectés de la défaite de l'OM. Mais on n'est pas tous en train d'inventer des choses. Tu sais quoi, il paraît qu'on m'a dit... Non, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Mais par contre... On est dans la difficulté, voilà. Steph. Je pense juste que... Moi, personnellement, si je me la pose la question, Marc, je pense que le coach doit prendre conscience qu'il faut changer son système. Voilà, c'est tout simple. On en a parlé, il faut faire un 4-3-3. Voilà, avoir des joueurs, si tu as 3 attaquants, 2 métiers, un Luis Enrique à droite, un Greenwood à gauche et un Guiri dans l'axe, c'est 3 attaquants, d'accord? 3 milieux de terrain, avec un Adrien Rabiot qui sait faire le box-to-box, c'est son poste, avec un Valentin Rongier, avec peut-être un Benasser, avec un Højbjerg, ça ce sont 3 milieux de terrain, et tu me mets 4 défenseurs. Tu les as en plus, mais tu les as les défenseurs. Aujourd'hui, tu n'as plus Balerdi. Qui est arrière gauche? Ulysse Garcia, je peux le mettre. Bien sûr. Qui peut être arrière droit? Je peux mettre Paul Lirola jusqu'à preuve du contraire. Ou c'est Murillo. un arrière droit. Murillo, je le mets dans l'axe parce que j'ai pas Balerdi. Et à gauche, je mets Cornelius, qui est un défenseur central gauche. Contre Montpellier, ça peut le faire quand même, ça, les gars. Et même contre Brest. Mais quand même, il y a un minimum. Et là, tu récupères des joueurs qui sont à leur poste et qui vont pouvoir peut-être te donner satisfaction. Mais c'est pour ça que je reviens sur l'état d'esprit des joueurs. Au bout d'un moment, quand tu es joueur professionnel, tu as des devoirs. Et les devoirs, c'est tu arrives dans un club très populaire, tu arrives dans un club où tu as des contrats qui sont très onéreux par rapport à ce qui se fait ailleurs en France, tu te dois de tout donner sur le terrain. Donc si tu n'es pas en adéquation avec cela, je le dis, je le répète, merci, au revoir. Voilà. Après, est-ce que c'est ce qui s'est passé avec Brassier, avec Wai? Certainement, parce que l'entraîneur, il est revenu à plusieurs reprises là-dessus. Ça fait beaucoup, hein. Voilà. Mais après, voilà, à un moment donné, tu peux perdre. Ça arrive et ça arrivera encore. On l'a déjà dit à plusieurs reprises. Mais que tu perds les armes à la main. Pas en baissant le pantalon comme on fait sur les 5 derniers matchs. Moi, au bout d'un moment, ça me rend fou. Quand tu vois ce qu'on était capable de faire et quand tu vois le rendu actuel, moi, je pète un câble, sincèrement.
parce que le chèque à la fin du mois, c'est toujours le même par contre. Hein. On devrait les payer en fonction de ce qu'ils font sur le terrain. Je te garantis que les mecs, il y en a qui cavaleraient beaucoup plus. Moi, c'est ça qui me rend fou. C'est pour ça que c'est trop facile de dire ouais, mais là, les gars, on est troisième, on est toujours dans les objectifs. Oui, on est dans les objectifs, c'est vrai. Mais si on continue comme ça, tu n'es même pas européen, moi je te le dis. Si tu continues avec cet état d'esprit-là, on est mort. Mais Steph, moi je pose la question. L'état d'esprit, et tu as raison à 1000%, mais par contre, est-ce que le fait de jouer comme ça, dans cette lenteur, de préparer ces actions qui te mettent comme ça pendant 3 plombes à préparer une attaque, blim, blim, blim. Du coup, ça te met pas dans l'urgence. Mais voilà, oui. ça te met pas dans l'intensité. Si tu prépares tes actions mollement, c'est la passe à 10. Si tu vas avec les dents, avec de la réaction, des joueurs à leur poste, avec une identité différente. Bien sûr. Là, le fait de jouer plan-plan, eh ben, tu réagis plan-plan, et les résultats, ils sont plan-plan, et voilà, et à la sortie, c'est catastrophique. Donc, je pense que tout est à revoir. C'est indispensable. Il y a désormais 2 matchs à disputer à la maison, face à Montpellier et face à Brest. 2 matchs à la portée. 2 matchs à la portée de l'Olympique de Marseille, et pour autant, presque on viendrait à redouter ces 2 matchs à venir. Ben, quand tu vois les matchs qu'on est capable de faire sur ces dernières semaines, tu es bien entendu. Quand tu vois le nombre de points perdus face à des équipes de la seconde partie du tableau, c'est normal que tu te poses des questions. Maintenant, sincèrement, si tu viens à pas gagner, là, comment il sait pas samedi, là, je veux pas vous entendre ni l'un ni l'autre. Si tu viens à pas gagner samedi, je te garantis que c'est parce que c'est vous les Charlois. La semaine prochaine, on va pas commencer à avoir peur de Montpellier. La semaine prochaine, le BDS, il fait 100 000 vues. Oui. Parce que je te garantis que là, il n'y a pas de. Que ça s'amuse pas à merder samedi face à Montpellier. Au bout d'un moment, on peut trouver des excuses. Les dispositifs. L'autre, il a peur de jouer dans la verticalité. L'autre, il a peur de prendre des initiatives. Là, il n'y a pas. Tu dois aller au fond et tu dois les enfoncer. Et là, c'est cet état d'esprit-là, c'est pour ça que je dis c'est l'état d'esprit, mais l'état d'esprit de tout le monde, des joueurs et de l'entraîneur. L'entraîneur aussi avec son discours et avec, oui, je rejoins Jaco, ça fait des semaines et des semaines qu'on le dit qu'il faut renforcer cette défense. Il est jusqu'au boutiste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? Ben, au bout d'un moment, c'est aux joueurs à prendre leurs responsabilités sur le terrain. Moi, quand on en a parlé à plusieurs reprises. Un Greenwood, oui, on le sait, qui fait pas de travail défensif, il n'y a aucun souci. Mais sur les 7-8 derniers matchs, le seul qui met du danger dans cette équipe, c'est lui. Donc laisse-le jouer devant. Mais Enrique à gauche, comme c'était au départ avec Quentin Merlin sur les 7-8 premiers matchs, où c'était tout simplement exceptionnel, jusqu'à ce que Merlin il se blesse avec l'équipe de France Espoir. Remets les joueurs à leur place, renforce-moi cette défense, et tu verras que les objectifs, tu vas les avoir. Bravo. Jaco, l'union. Ça me rend fou. L'union sacrée sera de mise dans les tribunes ou pas? Ce sera la dernière question de l'émission. Mais je pense parce que tout le monde a envie de voir l'OM réussir. Et on est tous des amoureux. Il faut, je pense, arrêter avec tous ces messages de haine et des gens qui s'enrichissent avec les défaites de l'Olympique de Marseille. L'OM, c'est vrai qu'il est dans une période difficile. Moi, je suis content qu'il y ait une réaction du président. Je suis content, honoré et fier d'être Marseillais. Voilà, parce que nous, on aime l'OM, on aimera toujours l'OM. Et dans ces périodes compliquées, on est les premiers supporters de l'OM. Allez, OM Montpellier, c'est samedi 21h05 en direct, bien sûr, sur Maritima. Vous gagnez vos places toute la semaine en écoutant Maritima. Merci les frérots, vous étiez bouillants aujourd'hui. Je pense que imagine-toi le dieu mardi. S'il n'y a pas le résultat qu'il faut samedi, tu vas voir. Merci mon Steph. Merci à vous. Merci Jaco. Merci les gars. Et à demain mercredi.